Section économie de l'Institut national genevois, j'ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue ici à la Fondation des Salons, où ont lieu nos conférences depuis maintenant presque 2 ans. Dans le cadre de notre cycle consacré aux rencontres de mi-législature avec nos conseillers d'État, nous avons l'honneur d'accueillir ce soir M. Mauro Poggia, conseiller d'État en charge du département de la sécurité, de l'emploi et de la santé, certainement l'un des plus grands départements de notre République. C'est sous le titre « La sécurité, amis ou ennemis des mortels » que M. Mauro Poggia a désiré s'exprimer ce soir. Une conférence quelque peu philosophique, je me suis laissé dire. Monsieur le conseiller d'État, nous nous réjouissons de vous écouter et je vous cède la parole. Merci. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue. Merci à M. Olivier Rigaud de ces mots d'introduction. Merci aussi, bien sûr, à l'Institut national genevois pour son accueil ici. Enjeux et perspectives à mi-législature. On n'est pas tout à fait à mi-législature, mais c'est vrai que si on veut mettre tout le monde, il faut en mettre certains avant et d'autres après. Donc je suis avant la mi-législature. Donc c'est vrai que ce genre d'exercice est toujours un peu difficile. Je suis plutôt un homme de dialogue que de monologue, donc vous donner une conférence sur ce que j'ai fait, ce que je compte faire, est un exercice qui est périlleux. Parce qu'évidemment, tout le monde a son avis sur ce que j'ai fait, et tout le monde peut avoir évidemment aussi une opinion sur les priorités que j'entends donner à mes démarches. Mais nous sommes ici, bien sûr, pour échanger, donc j'aimerais, et c'est d'ailleurs le but, je crois, de cet exercice, d'avoir quand même un moment de partage à la fin de mon intervention pour pouvoir échanger avec vous. Alors le titre que vous voyez ici est un peu provoquant, il attire l'œil puisque le terme de mortel n'est pas un terme qui est largement usité de nos jours, même si nous savons tous que nous le sommes, nous préférons ne pas trop le dire. Alors, sécurité, amis ou ennemis des mortels, je ne sais pas si ce sera philosophique, mais j'essaye de donner un fil rouge à mon intervention, puisque faire simplement un bilan de ce qu'on a fait est un peu triste. Donc la sécurité, comme la santé d'ailleurs, est une notion qui traverse largement l'ensemble des politiques publiques, en tout cas des politiques publiques qu'il m'est donné de porter actuellement. Et vous l'aurez compris, il ne s'agit pas uniquement de la sécurité au sens strict du terme, mais la sécurité en général, à laquelle nous aspirons tous, que ce soit dans le domaine de l'emploi aussi, de la santé, sécurité sanitaire, on en parle aussi, pour savoir est-ce que la sécurité est un facteur de développement de notre bien-être, ou au contraire, est-ce que c'est un facteur de léthargie, un facteur soporifique qui prive la créativité dont nous avons tous besoin pour pouvoir faire de notre société quelque chose qui va vers un mieux. Alors c'est vrai que ces propos sont tirés d'un grand dramaturge qui est Shakespeare dans Macbeth. La question qui se pose, c'est en démocratie, l'État, nous en sommes tous convaincus, a le devoir de protéger la liberté de l'ensemble, mais aussi la liberté de chacun, en garantissant la sécurité. Alors c'est assez banal de se dire jusqu'où sommes-nous prêts à perdre un peu de notre liberté pour gagner en sécurité, ou vice-versa. Je pense qu'il faut essayer d'aller un peu plus loin, et c'est par certains exemples qui ont été traversés ces derniers mois depuis le début de la législature que j'aimerais apporter un éclairage sur cet équilibre parfois difficile qu'il s'agit de faire et de trouver entre nos libertés, auxquelles nous sommes tous particulièrement attachés dans notre démocratie, mais aussi un besoin de sécurité qui peut se faire ressentir et qui est parfois un sentiment de sécurité. Et ce n'est pas à M. Rigaud que je l'apprendrai, puisqu'il fait partie, avec d'autres personnes dans la salle, d'un groupe de réflexion sur un indice, j'ai vu ça dans les médias, un indice cantonal brut du bonheur, du bien-être. C'est quelque chose de subjectif. Quelle est la part de l'objectif et du subjectif dans notre vécu et dans notre sentiment d'appartenance à notre société? Nous y reviendrons. Je pense que c'est un sujet inépuisable, je pense, mais qui est important. On est dans une société largement cartésienne, pragmatique, qui se base sur des chiffres,
La sécurité, c'est le nombre de cambriolages d'aujourd'hui par rapport à hier, mais il peut y avoir une baisse du nombre des cambriolages et malgré tout un sentiment d'insécurité lorsque l'on est chez soi. Il suffit par exemple que le voisin ait été cambriolé la semaine dernière pour qu'on ait l'impression d'être au centre de tous les cambriolages du monde. Donc c'est ce sentiment que l'on peut avoir face à une réalité qui est aussi important lorsqu'il s'agit de mener une politique publique, et je dirais qu'il n'y a rien de plus subjectif qu'une élection, et nous sommes proches d'une élection fédérale, et on sait à quel point nous allons voter pour des personnes qui nous donnent le sentiment qu'ils sont véritablement ce que nous attendons d'un homme politique à un moment donné. Le seront-ils, oui ou non? Quand je dis homme politique, c'est homme ou femme politique, bien sûr, vous l'aurez compris. C'est évidemment autre chose qu'elles sont. Il n'y a pas un goémio de la qualité de nos hommes et de nos femmes politiques qui nous permettrait de choisir la meilleure table. C'est donc finalement ce sentiment que nous avons à l'égard de celles et ceux qui devront nous représenter à Berne qui va prendre le dessus. Alors, Macbeth le dit, effectivement, et ce n'est pas lui qui le dit, c'est à travers Hécate, la déesse de la lune, divinité de la magie, qui s'adresse à l'assemblée des sorcières par une mise en garde. Mais, convaincu de son invulnérabilité, comme nous pouvons parfois l'être, Macbeth finira par se précipiter lui-même vers sa propre perte. Donc, la sécurité, on le sent bien ici, cette sécurité est vue sous son mauvais aspect, puisque la sécurité donne un sentiment d'invincibilité, fait baisser la garde, comme on le dit vulgairement, et parfois cette baisse de garde permet à l'adversaire d'avancer. Donc c'est le rôle aussi de l'État et du représentant de l'État de faire la part des choses, la juste part des choses, entre les concessions qu'il faut faire à la sécurité pour que chacun puisse exprimer sa liberté, mais allegro ma non troppo, comme on dit, il faut aller jusque là où il faut aller, et c'est souvent dans le rétroviseur qu'on se rend compte qu'on est allé trop loin ou pas assez loin. Donc j'y reviendrai dans un instant. La sécurité, je l'ai dit, je la prends dans un sens large ici, puisqu'il s'agit d'une sécurité transversale, interdépartementale. Je pense que tous mes collègues du Conseil d'État pourraient être à mes côtés pour parler de sécurité, puisque dans l'instruction publique, il y a aussi des notions de sécurité. L'acquisition du savoir rassure finalement celui qui en est le porteur, et on pourrait évidemment multiplier les sujets, puisque la sécurité du droit, qui est véritablement ce qui fait d'abord notre prévisibilité dans l'existence, et qui amène aussi les sociétés à choisir un État plutôt qu'un autre pour s'y installer. Cette prévisibilité de droit chapeaute évidemment l'ensemble des activités de l'État, donc tout le monde pourrait en parler. Mais parlons de ce département, vous l'avez dit, Monsieur Rigaud, c'est un gros département, c'est vrai, mais c'est surtout un département passionnant, puisque de l'emploi et de la santé est venu s'ajouter la sécurité, avec tous ses défis, bien sûr, avec les défis en termes de détention également. Et cette sécurité, bien sûr, parle davantage au département de la sécurité qu'à tous les autres. Mais vous voyez, dans ces bulles qui sont volontairement mélangées les unes avec les autres, puisque vous voyez la sécurité sanitaire dans la bulle sécurité et non pas santé, elle pourrait être dans l'intersection des trois. Vous voyez, que cette sécurité touche à la fois l'emploi, sécurité de l'emploi sur laquelle je reviendrai, qui est important, de la protection des travailleurs aussi. Nous sommes dans un État qui a bâti le contrat social avec le partenariat social, et c'est vrai qu'il s'agit, j'y reviendrai aussi, de savoir ce que nous voulons construire demain dans les relations entre employeurs et employés, puisqu'il ne fait bon travailler et faire fleurir notre économie que dans un État qui assure une certaine paix du travail. Ceux qui regardent ce qui se passe dans certains pays proches des nôtres se rendent bien compte qu'il est plus difficile d'avoir une économie prospère lorsqu'il n'y a pas cette paix, ce dialogue entre partenaires sociaux. Sécurité des personnes et du patrimoine, c'est la sécurité au sens strict, et la sécurité sanitaire, j'y reviendrai également. C'est vrai que la sécurité
la recherche de la sécurité a de tout temps dans le règne animal, et j'inclus volontiers, c'est pas pour faire plaisir aux antispécistes qui seraient dans la salle, j'inclus volontiers la race humaine dans le règne animal, il y a toujours eu cette recherche de se rassembler, de s'assembler pour pouvoir se défendre. On le voit chez les poissons, on le voit chez certains mammifères qui sont la cible de prédateurs. Est-ce que véritablement on est plus sûr lorsqu'on est un banc de poissons comme celui qui est représenté ici, ou est-ce que finalement on n'est pas plus vulnérable, puisqu'il suffit pour un prédateur d'arriver la gueule ouverte pour être sûr d'attraper quelque chose, alors que si les poissons étaient dispersés, ce serait peut-être plus facile d'échapper. Mais peut-être il y a aussi dans la faculté ou la recherche de se mettre ensemble cette idée que l'on échappera peut-être au malheur parce qu'il frappera plutôt celui qui est à côté de nous, avec lequel nous avons évidemment des affinités puisqu'il est de notre espèce, mais qui finalement espère tout autant lui-même que nous soyons la proie à sa place le moment venu. Mais c'est important de savoir effectivement que ce sentiment d'insécurité qui anime aussi, bien sûr, je ne sais pas si les poissons ont philosophé sur leur sentiment d'insécurité, mais il est évident qu'ils se rassemblent parce qu'ils se sentent beaucoup plus sûrs ensemble que s'ils étaient répartis dans l'océan. La même chose avec les antilopes ou les zèbres ou d'autres mammifères. Hobbes, dans le Léviathan, 1651, rappelle que la vie de l'homme solitaire, pauvre, est violente, brutale et courte. Sous-entendu, si vous voulez vivre longtemps, vivez ensemble, protégez-vous ensemble. Et de tout temps dans l'histoire, des hommes et des femmes ont renoncé à une part de leur liberté pour mettre leurs forces ensemble. L'union fait la force, tout le monde le sait. C'est une parole qui est largement diffusée, mais elle est une réalité, ou en tout cas, l'union fait la force espérée, souhaitée, et c'est ce sentiment de force qui nous place ensemble. Mais je voudrais plutôt revenir à un Genevois qui n'a pas toujours été traité comme il le méritait par Genève. C'est Rousseau qui s'est exprimé dans le contrat social de 1762, où il dit, c'est intéressant, trouver une forme d'association qui défende et protège de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé, et par laquelle chacun, s'unissant à tous, n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Est-ce que cette forme peut être trouvée, où l'on renonce à une part de sa liberté, mais malgré tout, on s'unit à l'autre pour être plus fort? C'est en tout cas ce que nous avons recherché, et la Suisse est admirable, elle est admirée d'ailleurs dans le monde pour cela, a réussi à construire ce partenariat, déjà entre cantons. Quel autre pays avec autant de différences sur un si petit territoire arrive à conserver cette force et cette unité? Grâce à notre démocratie directe, j'ai l'habitude de dire que chez nous, on accepte la défaite dans les urnes, parce que la victoire n'est jamais loin de la défaite. Il y aura toujours une prochaine fois. Il n'y a pas une majorité qui écrase une minorité. La minorité, à un moment donné, est minorisée, mais elle a la conviction qu'un jour, elle sera la majorité et finira par imposer ses vues. Et c'est cela qui fait notre cohésion sociale, notre contrat social à la Suisse, et on dirait qu'en passant par Genève, qui n'était pas encore la Suisse qu'elle est aujourd'hui, bien sûr, on dirait que Rousseau s'est inspiré de ce sentiment en parlant du contrat social. Chacun concède une partie de sa liberté pour le bien commun. Mais il y a aussi, et c'est aussi un pendant de cette renonciation, c'est le fait que l'on est convaincu, et cela nous ramène à ces politiques publiques d'aujourd'hui, c'est que celui qui fait cette concession à sa propre liberté pour le bien commun doit être convaincu que cet effort est partagé par tous et que ceux qui décident de ne pas le respecter en supportent les conséquences. Et je dirais que c'est un peu le fil rouge de la politique que j'essaye de mener. Je ne prétends pas en être l'unique porteur, mais je pense que c'est particulièrement important, c'est que notre société ne peut être ce qu'elle est avec sa cohésion que si chacun est convaincu qu'en acceptant la loi et en s'y pliant,
loi qui a été adoptée par des processus démocratiques, eh bien, il a fait le bon choix. Parce que voir des personnes ne pas respecter la loi et s'en sortir mieux que ceux qui respectent la loi, c'est évidemment la destruction du contrat social. Pourquoi devrais-je renoncer à une partie de ma liberté si je suis moins bien loti que celui qui n'y renonce pas? C'est trivial de le dire ainsi, mais c'est le fondement même, le ciment de notre société, de notre pacte social, qui nous permet précisément de faire ces concessions dans l'intérêt commun. Prenez l'exemple banal des radars. Bien sûr que nous savons qu'il est dans l'intérêt de ne pas rouler excessivement vite sur les routes, donc nous le respectons les vitesses parce que c'est pour le bien commun, mais le fait aussi de savoir que si l'on dépasse la vitesse, on peut se faire prendre au radar. Il y a un peu de schadenfreude, et quand on voit quelqu'un qui nous dépasse à vive allure et qui se fait flasher juste après, on se dit « j'ai bien fait de respecter la vitesse ». Et pas seulement parce que j'ai intégré l'idée qu'il est bon de respecter la vitesse, mais parce que finalement, je me rends compte que la société a agi. Elle a agi, elle a sanctionné celui qui n'a pas respecté le pacte social. Et c'est dans toutes ces politiques que nous devons mener, que nous devons bien sûr garder à l'esprit à la fois ce sentiment d'appartenance qui nous fait nous soumettre aux règles que nous avons ensemble acceptées, ou en tout cas avec la majorité, et la conviction que le non-respect de ces règles implique aussi une sanction. Alors nous n'avons pas tous la même perception, et je reviens sur ce sentiment de sécurité. Nous n'avons pas tous la perception de la conception aux libertés que nous faisons. Certains commettent des incivilités parce qu'ils considèrent sans doute que la liberté qui est la leur de ne pas respecter les règles ne mérite pas d'être réduite par rapport à l'avantage qu'ils ont de vivre dans notre société. Alors c'est à nous de faire en sorte de leur faire comprendre qu'il y a plus d'avantages à respecter les règles qu'à les violer. Ce n'est pas toujours facile, c'est un travail sans cesse recommencé. Sisyphe l'a fait, et Camus a même dit « imaginez Sisyphe heureux ». Donc soyons heureux de repousser sans cesse cette pierre sur le haut de la montagne pour qu'elle redescende de l'autre côté. Cet arc-en-ciel est un peu une métaphore, puisque c'est vrai que la sécurité, c'est quelque chose d'impalpable, et souvent elle s'éloigne au fur et à mesure qu'on l'approche, comme l'arc-en-ciel, et même quand on est dessous, elle disparaît totalement et on ne sait plus exactement où elle se trouve. Alors voilà, il est important que la sécurité existe, mais il est tout aussi important que nous ayons le sentiment de sécurité. Plus important encore que l'insécurité elle-même, c'est le sentiment d'insécurité qui doit être entendu. Et je pense que malheureusement, dans une société, comme je l'ai dit, de plus en plus pragmatique, il est difficile de faire la part des choses entre le sentiment subjectif par essence et la réalité des faits, et souvent nous travaillons sur la réalité des faits et en décalage avec ce que ressent la population. Et c'est pour cela qu'un politique doit être proche, j'allais dire du peuple, c'est un terme qui ne veut plus dire grand-chose, mais peuple de la population évidemment, en allant comme ici, avec vous, et j'espère que vous allez me dire que vous n'êtes peut-être pas totalement content de tout ce que je fais, comme ça j'apprendrai aussi de ce que vous allez me dire, mais en côtoyant les hommes et les femmes qui font notre société pour savoir si notre conviction sur les buts qui sont atteints correspond à la perception qu'ont les hommes et les femmes qui font notre société. Alors c'est vrai que je ne suis pas devant un interrupteur on-off quand je prends des décisions. Il faut bien que j'en prenne, bien sûr, et je suis là pour cela. C'est pas oui, non, ça dépend. Ça dépend comment, et tout est dans la nuance. C'est pour ça que je me vois davantage devant une table de mixage que devant un interrupteur, et une table de mixage, évidemment, qui doit constamment être utilisée pour corriger, parce qu'on est toujours ou trop ou pas assez. Et donc on corrige, et il faut revenir en arrière ou aller un peu plus loin. Mais c'est cela aussi la politique, c'est savoir que tout n'est pas blanc ou noir. On est dans les nuances de gris, sans référence aucune à des séries américaines. Mais c'est vrai que c'est dans cette nuance-là que nous devons mener notre politique. Et la sécurité n'est pas que l'affaire de l'État. La sécurité, c'est l'affaire de tout le monde.
de vous, mesdames et messieurs, chacun individuellement. D'ailleurs, qu'est-ce que l'État, si ce n'est précisément ce que les citoyens et les citoyennes veulent qu'il soit? Alors parfois, ce n'est pas toujours comme ça, mais nous avons en tout cas dans notre pays les moyens que cela le soit. Et c'est vrai que ce travail de recherche constante pour la sécurité est un travail que nous devons faire absolument ensemble, dans l'ensemble des politiques qui sont menées par le gouvernement. Je parlerai évidemment des miennes, c'est bien suffisant, la tâche est déjà assez lourde, mais ô combien passionnante. Alors c'est à travers certains exemples, je dirais, plus pragmatiques, que nous allons peut-être essayer ensemble de réfléchir. Je vous donnerai mon opinion, et dans votre fort intérieur, vous en aurez peut-être une autre, sur comment, à un moment donné, dans une décision particulière, la pesée des intérêts en présence a pu être faite entre le besoin de sécurité et la liberté qui doit être exprimée par certains. Et c'est vrai qu'à un moment donné, il faut prendre des décisions. On se rend compte que dans des situations qui sont apparemment similaires, les décisions qui sont finalement prises peuvent être diamétralement opposées. Et celles et ceux qui lisent le journal ou qui regardent la télévision peuvent se dire à un moment donné, mais il n'y a pas de cohérence dans cette politique de l'État, puisque c'est une fois blanc, une fois noir. Ici, on est plutôt dans le folklore. La nuit est belle. Je dis le folklore, même si je ne veux pas évidemment minimiser l'importance symbolique de la démarche, mais on est tous bien conscients que ce n'est pas en n'allumant pas l'éclairage public un soir jusqu'à minuit que l'on va sauver le climat. Mais c'est vrai, bien sûr, qu'il est important, et j'ai été assez étonné, d'autant plus que je dois vous avouer de n'avoir pas été un fan initialement de cette initiative qui a été prise à l'insu de certains membres du gouvernement, en tout cas de la sécurité. On nous a dit « la nuit va être belle, faites en sorte qu'elle soit sûre ». Bien. Donc, on a essayé de faire en sorte qu'elle soit sûre, donc on s'est organisé pour que la police soit présente, mais on se rend bien compte que, là aussi, l'éclairage progressif qui a été instauré dans nos villes l'a été aussi pour des questions de sécurité, et principalement pour des questions de sécurité. Imaginons l'humanité au Moyen-Âge, à quel point la lumière était importante. Il y avait un gardien de la lumière qui sillonnait les rues et qui vérifiait que les torches restaient allumées à des points stratégiques. Chez nous, nous avons maintenant l'électricité, c'est vrai qu'on ne voit plus le ciel. L'a-t-on vu ce soir-là? Je n'en sais rien. Mais je pense qu'effectivement, le message n'était pas si mauvais que cela, de se dire peut-être que nous pouvons faire un effort pour lutter contre cette pollution lumineuse. Donc, il a fallu à un moment donné faire quelques concessions sur notre sécurité, pour non pas faire plaisir, mais pour aller dans le sens de certains. Ça a commencé par des communes du Grand Genève. Ce sont 209 communes de l'agglomération transfrontalière qui sont entrées dans ce processus. Et finalement, le gouvernement a dû mettre en place les moyens nécessaires. Mais imaginez, on ne peut pas éteindre ni l'aéroport, ni les feux de signalisation, ni la rade, puisqu'il y a quand même quelques bateaux qui doivent occasionnellement accoster. Donc, il a fallu trouver des moyens, parce que ce n'est pas aussi simple de la part de nos services industriels de différencier l'allumage de l'éclairage public. Il a fallu trouver des moyens. Est-ce que le résultat est favorable ou non? Je vous dirais que c'est plus folklorique qu'autre chose, mais on se rend bien compte à un moment donné, on aurait pu dire non. Cette nuit est belle, est sans doute très belle, mais pas à Genève, le risque est trop grand. Nous avons pris le risque, finalement, nous sommes organisés et nous n'avons pas constaté plus d'accidents qu'un autre jour. Je n'ose pas imaginer si ça avait été l'inverse, on nous aurait évidemment dit que la responsabilité de l'État était engagée. Ce ne fut pas le cas parce que nous avons pris les décisions, mais vous voyez qu'à un moment donné, il s'agit d'arbitrer entre la volonté de certains et le besoin de sécurité d'autres. On pense en particulier aux personnes âgées qui sont plus vulnérables. Autre chose dans laquelle, effectivement, on peut discuter de cette juste nuance entre ce que l'on peut faire et ne pas faire. Vous savez que Genève s'est dotée d'une loi sur la laïcité. Nous en sommes très heureux.
Et la question est de savoir, est-ce que dans l'application de cette nouvelle loi, le principe de proportionnalité qui s'applique pour toute application législative impose d'abolir ce qui se faisait par le passé. Car c'est cela, on a beaucoup parlé de ces baptêmes qui ont eu lieu dans le lac, que personne n'a certainement même remarqué, mais enfin, certains journalistes ont été attentifs. Il se trouve que l'Église apostolique a demandé l'autorisation pour cette manifestation, ce qu'elle n'avait jamais fait par le passé, et la question s'est donc posée de savoir, est-ce que l'intérêt public, sous l'angle, sous le prisme de cette nouvelle législation, doit nous amener à rendre des décisions sur un sujet où jamais l'État ne s'était prononcé par le passé? Que faire? Est-ce que je pense que toute décision aurait trouvé ses partisans. Certains auraient dit « Enfin, quelqu'un qui prend une décision sage, on ne veut plus voir ça dans notre lac. » D'autres auraient dit « Mais ça ne fait de mal à personne. Si quelqu'un veut mettre la tête sous l'eau et en la sortant, regarder le ciel et remercier Dieu, en quoi est-ce que cela dérange celui qui n'a aucune croyance quelconque? Certainement pas. » Eh bien, la décision a été prise d'autoriser. Alors on dit ça a fait jurisprudence. Mais jurisprudence parce que maintenant il y a une loi. Avant il n'y avait aucune loi, personne ne s'en inquiétait. Mais voyez là aussi, la question c'est de savoir est-ce que la liberté de ces personnes devait céder le pas face à des principes tout à fait louables et respectables, acceptés en votation populaire, qui ont été ancrés dans une loi qui ne l'interdit pas, mais qui pourrait l'interdire selon une certaine interprétation possible. Lorsqu'il y a des lois, il y a aussi des interprétations possibles. Vivre ensemble, c'est aussi la tolérance, et cette loi, elle a été adoptée avant tout pour promouvoir la tolérance. Est-ce que le premier signe que doit donner le gouvernement dans l'application de cette loi, c'est de faire fi de la tolérance qui existait dans le passé? Je pense que certains ici dans la salle sont d'un avis autre que le mien. Peut-être pourrons-nous échanger ensuite sur le sujet. Les manifestations. Alors là aussi, les manifestations sont un sujet qui épuise les commentateurs, surtout lorsque les manifestations bloquent le pont du Mont-Blanc. C'est intolérable. Donc, et je suis bien d'accord, quelque part, lorsqu'on doit se déplacer, on ne comprend pas qu'une frange importante de la population doive subir les conséquences d'une manifestation. C'était au mois d'octobre l'année dernière, la manifestation des maçons qui se battaient sans doute pour quelque chose de légitime, c'est le maintien de l'âge de la retraite à 60 ans. Même si à Genève on était assez large sur la question, on a décidé de faire les manifestations au niveau national à Genève, parce que Genève est une ville internationale, là où il y a davantage d'écho, et donc ce sont les Genevois qui ont pâti finalement du fait que la visibilité recherchée devait se faire à travers le pont du Mont-Blanc. Première journée, autorisation. Deuxième journée, pas d'autorisation. J'ai décidé qu'il n'était pas acceptable, dans la mesure où Genève n'était pas directement impliquée dans ce litige social, que les Genevois doivent partir un second jour. Je ne vous cacherai pas qu'il était prévu de le faire toute la semaine, donc il fallait à un moment dire « stop, nous allons arrêter ». Malgré cela, la manifestation s'est réunie le matin et a décidé de traverser malgré tout le pont du Mont-Blanc. La police s'y est opposée, la tension est montée, et à un moment donné, que fallait-il faire? Fallait-il dire à notre police d'entrer en confrontation avec finalement des ouvriers qui demandaient le respect de leurs droits? Est-ce que le fait de dire « laissez-les passer » était une faiblesse, ou au contraire, était-ce l'expression d'une sagesse? On peut être de tous les avis, bien sûr. J'ai décidé qu'à un moment donné, nos policiers avaient mieux à faire qu'à frapper des ouvriers, et que, ma foi, les Genevois allaient subir une fois de plus le passage du pont du Mont-Blanc. Ce fut la dernière fois, puisque je pense le fait d'avoir dit non et le fait que cette deuxième manifestation ait été une manifestation non autorisée, pour laquelle des amendes ont été prononcées, a finalement certainement dissuadé les organisateurs de récidiver le lendemain. Par contre, nous avons eu une autre manifestation avec
la présence du président camerounais, qui a quelques détracteurs dans son pays et qui a eu la bonne idée de venir dans un 5 étoiles de Genève, ce qui n'a pas été du goût de certains ressortissants camerounais qui ont décidé d'organiser une manifestation. La manifestation devait avoir lieu strictement sur la place des Nations et non pas au-delà, et simultanément, des partisans du président ont décidé d'organiser une manifestation à proximité immédiate de l'hôtel 5 étoiles en question. A priori, il n'y avait aucune raison de ne pas autoriser l'une ou l'autre, avec toujours cette précision qu'une manifestation non autorisée, généralement, a lieu quand même. Simplement, elle est non autorisée, ce qui veut dire qu'il n'y a pas d'organisateur, les gens viennent, s'en vont, se dispersent, et puis ensuite se regroupent à nouveau sans aucun contrôle de quiconque. Donc une manifestation non autorisée est encore plus dangereuse, je dirais, pour l'ordre public qu'une manifestation autorisée. À un moment donné, il a fallu intervenir puisque les deux manifestations allaient se rencontrer. Alors c'est vrai que cela a donné des images pas très agréables de Genève à ce moment-là, puisque nous avons dû utiliser les pompes à eau et les gaz lacrymogènes, mais on comprend bien qu'à un moment donné, la liberté de ces personnes de manifester, qui est un droit reconnu par notre Constitution, trouvait sa limite dans le devoir de sécurité que l'État devait imposer. Mais là aussi, des décisions difficiles, à un moment donné, où il s'agit de trouver le juste milieu entre ce qui peut être autorisé et ce qui ne peut pas l'être, et le devoir aussi d'informer la population, qui n'a pas l'habitude à Genève, et heureusement, de voir des scènes comme celle-ci. Je ne parle pas du quartier de la Coulouvronnière avec les dealers, peut-être certains ou certaines d'entre vous habitent le quartier. Évidemment, c'est un quartier problématique puisque le deal semble s'y être installé. À un moment donné, il a fallu dire stop. La sécurité, c'est aussi l'application du droit, c'est la négation aussi des zones de non-droit. Il n'y a pas de lieu dans notre République où la police serait la malvenue, où elle n'est pas acceptée. Et là aussi, faut-il, pour éviter la confrontation, faut-il fermer les yeux et laisser faire, ou à un moment donné, faut-il dire que c'est la limite à ne pas franchir et que ce lieu culturel alternatif, tout à fait légitime, a toutes les raisons d'être, mais il s'agit de ne pas mélanger les genres et il ne s'agit évidemment pas de permettre que ce lieu devienne un lieu dans lequel la police se fait caillasser, comme on le voit dans certains pays voisins, où le simple fait qu'il y ait un feu bleu qui arrive dans un quartier, même en ambulance, eh bien, ce véhicule se fait caillasser par une partie de la population. Nous ne voulons pas de cela à Genève, et là aussi, bien sûr, il s'agit de dire que la sécurité de l'ensemble doit prendre le dessus par rapport à la liberté. Je ne parle pas des dealers, évidemment, quand je parle de liberté, puisque les dealers n'ont pas la liberté de dealer dans notre ordre juridique. Je parle de celles et ceux qui considèrent qu'il faut trouver des explications, des circonstances atténuantes à des personnes qui ont eu une vie difficile, un parcours de vie compliqué et qui aujourd'hui vivent avec le minimum vital et qui seraient obligés, ça c'est une vision que l'on peut avoir de la société, qui sont obligés de trouver des moyens en bordure, voire au-delà de la légalité pour pouvoir survivre. Ce n'est pas ma conception de la société, je pense que l'être humain a toujours la possibilité de faire des choix et le choix de l'illégalité et de la violation de la loi n'est jamais un bon choix. Autre chose, est-ce les personnes qui essayent de fuir les persécutions? Là, effectivement, la tradition et l'esprit de Genève doivent nous imposer, évidemment, de ne pas fermer les yeux. Mais lorsqu'il y a des décisions définitives prises par notre ordre juridique de quitter notre territoire, il est de notre devoir de faire en sorte que ces personnes le quittent, parce que c'est la légitimité pour celles et ceux que nous voulons accueillir de pouvoir rester chez nous et s'y intégrer. C'est ma vision des choses, je pense que beaucoup la partagent, en tout cas c'est la vision de notre ordre juridique. Les restaurants, voilà, nous passons maintenant, si vous voulez, à la police du commerce, comme on l'appelle, même si le terme police n'est pas toujours très approprié. À un moment donné, on se rend compte qu'il y a 280 restaurants et bars à Genève qui sont exploités sans aucune autorisation. Que faut-il faire ? Faut-il tolérer cette situation, puisque personne ne semble s'en plaindre, mais peut-être que les consommateurs qui sont mal accueillis
ne savent même pas que ces restaurants ne devraient pas exister. Donc une décision est prise à un moment donné. Là aussi, il y a la liberté du commerce, qui est un droit constitutionnel, mais il y a aussi des limitations qui sont fixées par notre droit cantonal. Et c'est là où je parlais précisément du bon choix de ceux qui décident de respecter notre législation. Faut-il dire à celles et ceux qui passent les examens, obtiennent les autorisations, que finalement ils sont à la même enseigne que celles et ceux qui considèrent ne pas avoir à le faire? Évidemment que non. À un moment donné, pour que la concurrence soit saine, il faut qu'elle soit loyale, il faut que tout le monde soit sur un pied d'égalité, il faut que les règles soient respectées, ce d'autant que certains commerces n'étaient pas autorisés parce qu'ils avaient du personnel non déclaré, donc forcément payé avec de la sous-enchère salariale, avec une concurrence totalement déloyale avec les autres commerces. Des décisions ont été prises, elles ont fait du bruit, mais elles ont eu des effets. J'ai les chiffres à ce jour. 111 de ces 280 établissements publics se sont régularisés, donc ils avaient la possibilité de le faire. 100 se sont fermés spontanément, certains qui n'obtiendraient jamais les autorisations nécessaires. 35 ont reçu un ordre de fermeture qu'ils ont respecté. 12 ont vu les scellés apposés. Et il y a eu 30 procédures, dont 5 seulement ont été partiellement ou totalement admises par les tribunaux. Donc, résultat, un signe clair, encore une fois, la liberté s'arrête là où le dit notre ordre juridique, et quand on est membre d'un gouvernement, on est là pour faire appliquer une loi, ce d'autant que cette loi était en vigueur depuis 2016 et que depuis cette date, des délais avaient été octroyés à l'ensemble de ces établissements. Uber, il y aurait beaucoup à dire. Quand je dis Uber, je parle des sociétés Uber. Là aussi, modèle économique nouveau qui arrive chez nous, liberté économique. Est-ce que le fait de demander à ces nouveaux modèles de marché économique de se soumettre à notre législation est une preuve de manque de flexibilité et d'ouverture à la nouveauté? Est-ce que c'est au contraire, ou plutôt dans le même sens, est-ce que c'est une imperméabilité aux nouvelles technologies? Ou faut-il considérer, à un moment donné, que celles et ceux qui viennent travailler chez nous sont les bienvenus, tous bien sûr, mais à condition de respecter les règles? Une société qui vient ici et qui nous dit « ce sera my way or the highway », ça veut dire « ce sera comme je le dis, sinon je m'en vais », on a envie de lui dire « eh bien, pars ». Mais si la société vient ici en disant « comment puis-je faire pour essayer de m'adapter à votre ordre juridique? Comment pouvons-nous travailler ensemble pour faire en sorte qu'il n'y ait pas des travailleurs précarisés qui soient sans aucune protection sociale ?» Alors à ce moment-là, il y a une réponse de l'État. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, ce n'est pas fini, Uber est encore là, et je pense que Uber a démontré en tout cas qu'il y a un besoin dans la population de ce type de prestations. Encore faut-il que ce besoin puisse être assouvi à des prix qui permettent de maintenir une concurrence loyale. Si demain, quelqu'un décidait d'offrir des femmes de ménage à 5 francs l'heure, je suis sûr qu'il y aurait des Genevoises et des Genevois qui les engageraient. Est-ce que cela veut dire que cela répond à un besoin et qu'il faut donc que l'État s'adapte et qu'il l'autorise? Évidemment non. Ce cas est évidemment exemplaire. Donc, à un moment donné, il s'agit de dire notre loi est claire. S'il y a un lien de subordination entre le chauffeur et l'entreprise, ce n'est pas une plateforme de diffusion des courses, c'est un transporteur. Je ne suis pas détenteur de la vérité, la justice dira qui a tort ou qui a raison, mais à un moment donné, il s'agit de dire que la loi est la même pour tous et qu'il s'agit de s'y plier. L'emploi, toujours. L'emploi, vous le savez, c'est un sujet qui me tient à cœur, non pas parce que ceux qui viennent d'ailleurs ne sont pas légitimés à travailler chez nous. Nous en avons besoin. Je pense que Genève, sans les travailleurs frontaliers, ne pourrait pas répondre aux besoins de la population. Mais est-il juste que nos compétences locales, lorsqu'il y en a, et il y en a, finalement restent sur le carreau parce que des entreprises préfèrent aller chercher ailleurs, non pas les compétences qu'ils n'ont pas ici, mais des compétences qu'ils peuvent payer moins cher que celles qu'ils ont ici? Ma réponse est évidemment non. Et là, nous sommes toujours dans le contrat social. À un moment donné, nous sommes prêts à faire en sorte que nos entreprises
puisse être florissante, et c'est vrai que l'ouverture du marché a certainement contribué à l'essor économique de notre pays, mais il ne faut pas que des personnes restent sur le carreau. Vous le savez, il y a une initiative qui a été acceptée au niveau fédéral le 9 février 2014. Personnellement, je n'étais pas favorable à cette initiative. Je pense que le fait de fixer des quotas de travailleurs étrangers n'est pas la solution. Je pense que nos entreprises doivent sans limite pouvoir aller chercher les compétences dont elles ont besoin qui ne se trouvent pas présentes ici. Sans limite. Mais elles doivent aussi, et c'est le retour de la pièce, elles doivent aussi faire en sorte, pour que notre contrat social ait un sens, pour que notre cohésion sociale puisse être maintenue, elles doivent aussi faire en sorte qu'il n'y ait pas de nos jeunes qui restent sur le carreau parce qu'ils sortent d'université avec un diplôme et qu'on leur dit on cherche quelqu'un avec de l'expérience et qu'on ne leur laisse jamais faire cette expérience. Ça, c'est important. Donc, vous savez que ce même parti politique va proposer une autre initiative prochainement au peuple, qui est celle de sortir des bilatérales. Évidemment, je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut pas accepter, mais que fait notre économie pour rassurer celles et ceux qui étaient inquiets le 9 février 2014 ? C'est ça la question qu'il faut se poser. Ce n'est pas la veille de la votation qu'il faut dire « faites-nous confiance, c'est bon pour la Suisse ». Non, les gens ne raisonnent plus comme cela. Il ne suffit plus que Économie Suisse nous fasse des slogans en disant « votez non parce que c'est bon pour la Suisse ». Les gens se disent « c'est bon pour la Suisse ». Et est-ce que c'est bon pour moi ? Et donc c'est à l'économie, mais aussi au gouvernement qui travaille avec l'économie, de faire en sorte de mettre en place les conditions cadres qui rassurent cette population. C'est cette sécurité dont les gens ont besoin, sécurité aussi de l'emploi, mais de l'avenir pour leurs enfants. Il n'y a rien de plus angoissant que d'avoir un enfant qui finit ses études et qui ne trouve pas d'emploi et qui reste sur le carreau. Nous avons mis en place, il y a quelques années, des directives qui sont applicables pour l'État, pour les établissements publics autonomes et pour les entités subventionnées, où il y a l'obligation d'annoncer les postes vacants à l'Office cantonal de l'emploi pour donner une priorité à nos demandeurs d'emploi et où on doit engager à compétences égales nos demandeurs d'emploi. Vous avez les graphiques, vous voyez les résultats de cette politique, mais l'État n'est pas le plus grand employeur, et heureusement, de la République. Maintenant, il faut faire un petit pas en plus, et j'attends pour cela que l'économie privée puisse faire ce pas supplémentaire. Ce pas supplémentaire se fera volontairement et non pas sous la contrainte. Je pense qu'entre 2014 et aujourd'hui, la conscience sociale de nos entreprises a évolué, pas partout, mais on se rend compte que de plus en plus d'entreprises, spontanément, vont rechercher des compétences auprès de l'Office cantonal de l'emploi, ou alors regardent dans les compétences qui leur sont envoyées par des propositions de candidature les personnes qui sont ici et qui font partie de notre terreau. C'est le prix à payer, bien modeste, mais c'est le prix à payer à notre paix sociale. L'économie ne pourra pas être florissante sans paix sociale, et aujourd'hui que les Genevoises et les Genevois ont fait l'effort, par l'intermédiaire de la réforme de l'imposition des entreprises, de décharger les petites et moyennes entreprises, je pense qu'il est temps que ces employeurs, qui sont quand même les plus nombreux sur notre territoire, prennent résolument conscience de leurs responsabilités sociales à l'égard de notre population. C'est en tout cas le travail que je compte faire ces prochaines années. Maintenant, dans l'emploi, tout le monde n'est pas égal, et c'est vrai que le but n'est pas d'opposer des catégories de demandeurs d'emploi les unes contre les autres, les jeunes contre les seniors, mais on se rend bien compte qu'il y a des catégories de la population qui sont plus fragilisées. On a des jeunes qui sont en rupture de 15 à 25 ans, rupture de formation professionnelle. Que faire ? On sait très bien que le risque de chômage et le risque de précarisation avec l'aide sociale est multiplié pour les jeunes qui n'ont pas de formation. Donc il est important de rattraper ces jeunes qui sont en rupture, qui souvent ne se lèvent pas avant midi parce qu'ils n'ont plus aucun but dans la vie. Il est important de les rattraper, de leur redonner confiance en eux, et ce sont précisément les mesures qui ont été mises en place. Ici, il y en a quelques-unes qui sont présentées, je ne veux pas entrer ici dans le détail. Sachez simplement qu'il est important d'avoir
à l'esprit que les jeunes sont évidemment notre avenir, c'est une banalité de le dire, tout le monde en est conscient, mais quand il s'agit à un moment donné de faire quelque chose, il y a plus de gens, d'adversaires au bon sens, comme j'ai l'habitude de le dire, que d'alliés. Une des mesures d'allocation premier emploi sont actuellement examinées par le Parlement. J'espère qu'elles vont pouvoir être acceptées. C'est simplement pour permettre à des jeunes qui n'ont pas d'expérience professionnelle de pouvoir l'acquérir pour pouvoir ensuite entrer sur le marché du travail et de lutter à armes égales avec des personnes qui arrivent sur le marché genevois en provenance d'autres pays, qui sont prêts avec une expérience professionnelle à travailler dans notre marché. Il y a également les mesures qui sont à disposition pour les plus de 50 ans. On sait à quel point aujourd'hui sur le marché du travail, on est entre guillemets vieux à plus de 50 ans. On l'est même à partir de 45 ans. Alors excusez-moi mesdames et messieurs, je ne veux pas vous donner un coup, mais je suis un vieux sur le marché du travail. Donc j'ai la chance encore pendant quelques années d'avoir un job, si vous me le laissez. Mais évidemment, on se rend bien compte qu'aujourd'hui, ces personnes sur le marché du travail sont prétéritées. Donc il s'agit de leur donner un coup de pouce supplémentaire en participant, le cas échéant, lorsqu'ils sont éloignés depuis longtemps du marché du travail, leur donner les moyens nécessaires pour remettre le pied à l'étrier. Et quand on a plus de 60 ans, quand on est proche de l'âge de la retraite, qu'on n'a plus de travail depuis quelques années, qu'on a épuisé les indemnités de chômage, est-ce que notre société peut laisser ces personnes passer à l'aide sociale? Je pense que non. Vous savez qu'au niveau du Conseil fédéral, on a déposé un projet. À Genève, un projet a été déposé aussi par Mes Soins. Il est actuellement devant le Parlement. Que ce soit cette solution ou une autre, je pense que nous devons offrir une solution. Nous ne pouvons pas plus longtemps dire finalement que c'est le marché qui va réguler cette question. Je pense que là, c'est une responsabilité sociale. Comme je le disais tout à l'heure, la liberté du marché est une chose, la sécurité des membres de notre collectivité à tous les moments de leur vie est aussi importante. Le label 1+ pour tous que nous avons développé permet aux entreprises qui s'engagent pour l'emploi, qu'elles soient partenaires pour aider à trouver de l'emploi pour les personnes, ce n'est pas seulement les chômeurs de longue durée, mais aussi les personnes qui sont en situation de handicap. On se rend compte aujourd'hui qu'il est très difficile, d'autant plus dans le marché très concurrentiel que nous avons aujourd'hui, lorsqu'on a un handicap, à entrer sur le marché du travail. Alors je ne veux pas d'une société dans laquelle on met des quotas dans les entreprises pour que les personnes avec handicap puissent avoir un travail. Je n'en veux pas, mais je ne voudrais pas devoir arriver à ce genre de situation extrême, tout simplement parce qu'il n'y a pas toujours cette conscience sociale. Je passe un peu plus vite parce que le temps passe, et je sais que je n'arriverai pas au bout, mais c'était prévu. Je savais très bien que j'avais les yeux plus gros que le ventre, mais c'est mieux ça que le contraire. Le sentiment de sécurité, inversement le sentiment d'insécurité. Alors parlons-en de ces sentiments. On se rend compte qu'il y a des chercheurs qui ont fait ce travail et qui ont mis en évidence quelles sont les régions à Genève où l'on a, ça c'est en 2016, où l'on a un sentiment d'insécurité plus élevé que d'autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faudrait faire une recherche sociologique pour savoir pourquoi. Des fois, comme je l'ai dit, cela dépend d'événements totalement conjoncturels. À un moment donné, il y a une vague de cambriolage à proximité de la frontière, et donc les gens ont un sentiment à ce moment-là d'insécurité. Et c'est là où le rôle de l'État est de faire en sorte d'écouter ce sentiment et pas simplement d'en rester à des statistiques comme on peut en voir. On est toujours dans le sentiment. Par contre, l'évolution du sentiment d'insécurité, on voit qu'il y a moins de sentiments d'insécurité en 2016. Je n'ai pas refait de sondage depuis lors pour savoir s'il a augmenté ou pas. Encore faut-il poser les bonnes questions pour avoir des réponses qui soient intéressantes, parce qu'évidemment, les questions peuvent être largement orientées lorsqu'il s'agit d'éléments subjectifs. Mais c'est vrai qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, la sécurité n'est pas sur le devant de la scène dans les préoccupations. Sauf si on a soi-même ou un proche été victime, évidemment, d'un acte répréhensible. Aujourd'hui, les préoccupations, j'y reviendrai, sont celles des
des coûts de la santé, bien sûr, le cas échéant du maintien de l'emploi, mais la sécurité est moins problématique. Tant mieux, je dirais, parce que c'est vrai que là, ce sentiment d'insécurité est aussi calqué sur l'évolution objective. Là, on est toujours dans le sentiment d'insécurité. Vous voyez que si on est plus âgé, on a davantage un sentiment d'insécurité, ce qui est assez compréhensible. On a peut-être le sentiment que notre société s'en prend davantage aux personnes plus vulnérables. Et maintenant, il y a toute une série de délits qui sont des délits de cybercriminalité, comme on l'appelle, qui se prennent aux seniors. Donc, soyons attentifs à cela. Mais ce que je trouve assez surprenant, c'est que les femmes ont moins un sentiment d'insécurité que les hommes. Vous voyez, c'est le bleu foncé. Alors que j'avais intuitivement plutôt le contraire comme sentiment, en disant peut-être les femmes se sentent plus vulnérables dans notre société. Non, vous, mesdames, vous êtes plus fortes que nous, les hommes. Chapeau, en tout cas, vous exprimez davantage de force et de résistance face à l'insécurité ressentie. En ce qui concerne les infractions, je vais les passer rapidement parce que je pense que ce n'est pas là-dessus que nous allons nous attarder. C'est le type d'infractions qui sont les plus élevées. On se rend compte ici que ce sont les infractions contre le patrimoine qui sont les plus élevées. Donc si le sentiment d'insécurité touche l'intégrité corporelle, on se rend compte que là, il y a un décalage par rapport à la réalité. Ici, on se rend compte aussi au niveau des infractions que globalement, les infractions au patrimoine, vol sur la voie publique, sont en diminution. Donc, on comprend aussi que là, le sentiment suit une certaine réalité. Celles et ceux qui seront intéressés, je pourrais leur envoyer les graphiques s'ils le souhaitent, mais je pense que le temps ne nous permet pas d'entrer dans le détail. Vous voyez ici aussi l'évolution des cambriolages, puisqu'avant, je laissais entendre que peut-être ce sentiment d'insécurité dans les zones limitrophes était lié à un accroissement des cambriolages. En réalité, les cambriolages sont en diminution, on peut s'en féliciter. C'est vrai que la police a fait un excellent travail ces dernières années à ce niveau-là. Beaucoup de voleurs ont été arrêtés et traduits devant la justice, on s'en réjouit. On ne sait pas toujours tout ce que fait la police. Moi, je reçois tous les matins la liste de tout ce qui a été fait le jour précédent et je m'émerveille tous les jours de tout ce qui est fait, dans l'ignorance générale d'ailleurs. Tant mieux finalement, parce qu'on n'a pas à être les yeux rivés sur le curseur de la criminalité genevoise, mais quand on voit le nombre de personnes qui sont arrêtées, le nombre de situations qui sont résolues avec les auteurs d'infractions arrêtés, je me dis que nous avons une bonne police qui fait bien son travail. Alors, les infractions, comme on l'a dit, le nombre de cambriolages a diminué. Je passe sur ces diapositives parce qu'encore une fois, je ne veux pas m'appesantir. Je veux plutôt arriver sur une conclusion. Celle-ci, vous avez également les seniors victimes. C'est peut-être intéressant de voir que les infractions qui augmentent le plus sont quand même le vol à la tire, le vol par astuce et les escroqueries. Contrairement à d'autres infractions qui étaient plus répandues par le passé, on se rend compte qu'il y a un léger accroissement. Je le disais tout à l'heure, quand je parle de l'escroquerie, c'est souvent de l'escroquerie informatique, du chantage au sentiment. Vous recevez des messages, si vous avez une adresse mail de quelqu'un qui se fait passer pour un proche ou qui essaye de vous apitoyer sur son sort et qui vous demande de lui transférer de l'argent qu'il va évidemment vous rendre rapidement et que vous ne verrez jamais. Donc surtout, n'entrez pas dans ce genre de processus. Si vous avez des doutes, allez dans un poste de police, essayez d'en savoir plus, mais surtout, ne faites pas le bien pour des personnes qui vous veulent du mal. En ce qui concerne la cybercriminalité, vous la voyez, elle est là, elle est en augmentation. Je pense que clairement, vous n'avez peut-être pas encore ce sentiment d'insécurité, parce que si vous n'allumez pas votre ordinateur, vous êtes à l'abri de ce type de criminalité. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'ouvrir, c'est la technique de demain, donc faites-le. Mais n'ouvrez pas les messages que vous ne connaissez pas, d'abord pour protéger votre ordinateur, mais ensuite parce que vous pouvez devenir
la victime de personnes mal intentionnées qui peuvent aussi venir prendre vos données personnelles, vos références de compte bancaire. Donc il y a un grand travail d'information de la part de la police aussi, vis-à-vis des seniors, comme on les appelle, pour qu'ils soient de plus en plus attentifs, évidemment, contre ce type de criminalité, qui est une criminalité internationale. C'est surtout un travail de prévention qui doit être fait. Au niveau des violences, on se rend compte ici qu'en fonction du type de violence, le nombre d'agressions a diminué, mais néanmoins reste ce qu'il est. Nous avons en jaune les violences d'intensité moyenne. Alors, qu'est-ce qu'on appelle les violences d'intensité moyenne? C'est celles qui ne s'en prennent pas à la vie, mais qui sont néanmoins des atteintes à l'intégrité, avec exercice de menaces de violence qui, encore une fois, sont de nature à vous toucher, mesdames et messieurs, si vous êtes dans des situations comme celles que j'ai décrites, notamment au niveau de l'informatique, parce que qu'on le veuille ou non, cette violence est aussi une violence, il n'y a pas que la violence physique, le fait de se sentir agressé chez soi par une intrusion informatique, par le fait de se faire voler de l'argent, est évidemment un acte violent. Parce qu'une, c'est une menace de violence, alors que l'autre, c'est une violence exercée. Oui, ça doit être la subtilité. Oui, effectivement, vous avez raison. Bon, la menace grave est toute petite, vous le voyez, ça nous rassure. Mais je ne vous cache pas que les statistiques, encore une fois, sont quelque chose... Je ne veux pas faire comme celui qui a dit qu'il n'acceptait que les statistiques qu'il faisait lui-même, parce qu'au moins il les trafiquait. Je me méfie toujours des statistiques. Personnellement, le sentiment que vous pouvez avoir est plus important. Brièvement encore, sachez que la sécurité de la population, ce n'est pas simplement une sécurité individuelle pour chaque membre de notre collectivité, c'est une sécurité globale. Le Léman Express va ouvrir ses portes le 15 décembre prochain. Un grand exercice, vous l'avez vu sans doute dans les médias, a été organisé pour être sûr que tous les services sont prêts s'il devait y avoir un accident. Alors on peut le prendre mal en disant mais ils sont à ce point peu sûrs de leur train au point de devoir faire des exercices. Non, je vous rassure, ce genre d'exercice est obligatoire pour pouvoir mettre en exploitation une nouvelle ligne ferroviaire. Donc l'exercice a été réussi. Bien sûr, nous souhaitons tous que tout cela ne reste qu'un exercice. Sachez simplement que nous avons fait ce travail au niveau transfrontalier. Genève n'est pas qu'un canton suisse, et il est un canton suisse à côté de la France. Avec une ligne comme celle-ci qui traverse la frontière, nous devons évidemment avoir des préoccupations qui sont transfrontalières, et cet exercice s'est fait en commun avec l'ensemble des secours, les feux bleus comme on les appelle, que ce soit pompiers, ambulances ou police, de l'autre côté de la frontière. C'est un exercice qui a été très riche d'enseignement pour l'ensemble des acteurs. Je pense que ce genre d'exercice devrait être plus souvent pour apprendre aussi à se connaître avec nos voisins français, qui sont particulièrement efficaces, je dois le dire, s'il y a des amis français qui sont dans la salle et qui nous ont aussi beaucoup appris par leur expérience. Alors ça va du tout grand exercice au petit exercice qui est celui de nos enfants qui vont à l'école, Pélibus. Pélibus, c'est quoi? C'est le bus à pied. Ce sont des accompagnants qui vont avec les élèves, qui vont depuis des arrêts de Pélibus jusqu'à l'école ensemble. 20 ans déjà que cela existe. Ça fait partie aussi de la santé de nos enfants, leur apprendre à marcher, en plus de manger de manière équilibrée. Et c'est pour vous montrer qu'en fait, le bien vivre ensemble, ce n'est pas que des grandes théories et des grandes actions, c'est aussi parfois des petites actions ponctuelles qui améliorent le quotidien. Et ici, évidemment, la sécurité de nos jeunes, leur apprendre que la voie publique est un lieu où les accidents peuvent survenir, ça s'apprend des petits, et Pélibus y contribue. C'est une très belle initiative qui nous vient sauf erreur, de Nouvelle-Zélande et qui est arrivée en Suisse il y a 20 ans. Voilà, quelques mots simplement sur la sécurité sanitaire. Vous le savez,
Nous avons un dispositif 144 avec de nombreuses compagnies d'ambulances privées, compagnies privées, en plus de celles qui sont directement liées au HUG. Donc, un beau partenariat public-privé. On dit toujours que le partenariat ne fonctionne pas. Là, ça fonctionne. Certains voudraient que seul le canton ait des ambulances qui soient des ambulances cantonales, mais ça marche très bien comme ça. Pourquoi changer les choses? Et je pense que là, tous les acteurs font un très bon travail pour la sécurité de notre population. Urgence vitale, urgence non vitale, je n'entre pas dans les détails. Nous avons un réseau hospitalier, un réseau sanitaire qu'on nous envie ici à Genève, petit canton, un hôpital universitaire, des hôpitaux privés que l'on appelle chez nous des cliniques, avec des lieux pour recevoir les urgences, surtout dans le public, mais aussi dans le privé. Nous avons des urgences qui sont ouvertes toute la journée, la nuit comprise, à l'hôpital de la Tour en particulier, la journée dans d'autres cliniques, évidemment 24 heures sur 24 aux hôpitaux universitaires Genève, qui ont un devoir de mission publique pour assurer la sécurité sanitaire de notre population. Mais au-delà de je dirais, ces infrastructures, il y a des réseaux qui sont mis en place depuis maintenant un certain nombre d'années, le RUG, le réseau des urgences genevois, là aussi, partenariat public-privé, vous le voyez très bien, avec une application des HUG qui vous permet de savoir en temps réel quel est le temps d'attente dans nos urgences, ce qui vous permet aussi de ne pas aller attendre inutilement là où il y a une surcharge à un moment donné. Et là aussi, je pense qu'on peut s'enorgueillir d'avoir dans un canton comme le nôtre des partenaires du privé et du public qui doivent travailler ensemble avec un si bon résultat. Pour les HUG, pour les enfants, il y a un programme particulier maintenant, je vous le présente en 2 mots, qui permet évidemment de faire en sorte que nos petits patients n'attendent pas inutilement, qu'ils soient correctement orientés, que l'on sache exactement quel est le temps d'attente. C'est une application InfoKids. Vous voyez, quand vous arrivez, vous avez une application avec des petites voitures. Vous êtes une petite voiture qui attend et selon comment la voiture avance, vous savez que votre ordre de passage est sur le point d'arriver. Vous pouvez même parfois rentrer chez vous et on vous appelle chez vous pour vous avertir que vous allez devoir passer. On essaie évidemment d'améliorer les choses. Les urgences sont une problématique qui est importante. Quand on y est allé, on sait bien à quel point il est difficile de devoir attendre, mais on essaye de faire en sorte que ce soit toujours perfectible. Je vous rappelle quand même que nous sommes en train de refaire les urgences des HUG. Il y a des gros travaux qui sont prévus pour améliorer la prise en charge des patients, pour faire en sorte que cette salle d'attente qui est peu conviviale soit remplacée par des lieux un peu plus propices aussi à l'intimité des personnes qui attendent, après avoir été orientées selon l'urgence de leur situation. Ça aussi, c'est la sécurité sanitaire. Nous avons inauguré récemment Save a Life, qui est une application. Pas plus tard que cet après-midi, j'ai eu le plaisir d'aller passer mon certificat pour pouvoir aussi, le cas échéant, intervenir. Ne me mettez pas à l'épreuve, s'il vous plaît, respirez calmement. Pour pouvoir effectivement créer un réseau sur tout le territoire genevois de personnes qui puissent être géolocalisées en cas d'arrêt cardio-respiratoire, pouvoir intervenir avec une géolocalisation de l'ensemble des défibrillateurs. On sait qu'une intervention dans les 10 premières minutes font toute la différence. Et c'est vrai que nous avons des services d'urgence extrêmement efficaces qui interviennent rapidement sur tout le territoire. Mais si on est là immédiatement, qu'on est témoin, il faut oser. C'est fait partie justement de cette sécurité que doit s'approprier le citoyen. Chacun de nous doit oser à un moment donné intervenir quand une personne est en arrêt cardiaque, parce que ne rien faire, c'est laisser cette personne mourir. Faire quelque chose, c'est en tout cas essayer de la sauver, et ça ne peut pas créer de dommages, il suffit simplement d'avoir intégré quelques règles minimales. Alors je vous le dis, si ça intéresse certains d'entre vous, n'hésitez pas à y aller. La sécurité sanitaire, c'est la prévention aussi, largement bien sûr. Nous avons un plan cantonal qui est un exemple, je crois, national, avec l'ensemble des
des axes et des actions qui ont été mises en place avec un horizon 2019-2023 sur la prévention. On fait très peu en termes de prévention à Genève. On nous parle de nos coûts de la santé, mais les coûts de la santé, c'est les coûts des soins. La santé ne coûte rien si on fait tout pour la conserver. C'est déjà penser à soi, avoir des comportements qui soient des comportements judicieux et faire précisément de la prévention. Mais nous ne sommes pas tous évidemment égaux face à la santé. Nos jeunes sont parfois devant la tentation d'entrer dans des systèmes d'addiction. Il ne s'agit pas de dire simplement que la responsabilité individuelle est reine, il y a une responsabilité sociale et nous devons lutter évidemment contre toutes sortes d'addictions. Macbeth se sentait invincible, parfois nos adolescents se sentent aussi invincibles. C'est à nous d'être là pour leur rappeler que la santé, on n'en a qu'une et qu'il faut y penser quand elle est là et pas quand elle claque la porte. Ce sont aussi des personnes qui sont dans une addiction avec des substances stupéfiantes. Nous avons à Genève, et Genève est pionnier, admirable dans ce domaine. Vous savez que dans la politique contre les drogues, nous avons au niveau national les 4 piliers, qui est d'abord évidemment la prévention, et nous le faisons largement. Mieux vaut prévenir que guérir, bien sûr. Ensuite, il y a la réduction des risques, et là nous avons précisément le programme avec un lieu d'administration, plutôt des lieux où l'on peut, sous contrôle, s'injecter. Vous voyez l'effort qu'il faut faire pour le dire déjà, parce que nous ne voudrions même pas que ce genre de situation existe, mais on se rend bien compte que d'avoir des personnes qui s'injectent n'importe quoi, n'importe où, c'est un danger pour elles, bien sûr, mais d'abord, elles le feraient à notre insu, sans aucun contrôle, sans aucune possibilité de leur tendre la main le moment venu, mais surtout, c'est ces scènes avec des seringues dans nos parcs, dans nos allées, et ça, nous ne pouvons pas le tolérer. La sécurité individuelle est directement liée avec la sécurité publique, et je ne vous cache pas que c'est un sujet largement émotionnel, et le simple fait d'en parler dans une assemblée fait que tout le monde a une opinion bien arrêtée sur le sujet. Mais il faut se rendre compte que ce qu'a mis en place Genève maintenant depuis plus de 20 ans a montré son efficacité, a apporté ses fruits. On ne peut que s'enorgueillir d'avoir ce type de prestations. Action Nuit Blanche aussi, des produits arrivent sur le marché, des produits stupéfiants, nous ne savons pas lesquels, souvent des produits trafiqués, qui entraînent ceux qui les consomment vers la mort. Il est important aussi d'avoir pour nous une vision extrêmement claire de ce qui arrive. Nuit Blanche, c'est quoi? C'est la possibilité d'aller faire tester les produits que l'on a, qui ne sont ensuite pas restitués bien sûr, ils sont analysés, mais la personne peut savoir exactement quel produit elle a acheté, ce qui se trouve à l'intérieur, et parfois très souvent à côté de quel risque elle est passée en achetant le produit en question. Donc c'est vrai que on peut dire beaucoup de choses là-dessus, on peut dire mais alors vous êtes en train de légaliser quelque part la consommation, vous mettre un tampon bon pour la consommation. Non, c'est évidemment pas cela, c'est d'abord d'avoir une vision claire sur ce qui se vend, d'essayer de toucher ces personnes qui consomment pour leur faire comprendre les risques qu'elles font courir à leur santé, et cela, nous ne le ferions pas avec une politique de l'autruche, une politique hypocrite qui ne veut tout simplement pas savoir, politique qui est adoptée malheureusement dans d'autres cantons. Nous avons des petites campagnes aussi, changeons un peu, vivons mieux. Pourquoi changeons un peu? Parce qu'on est tous les mêmes, on ne veut pas changer beaucoup, mais si on change déjà tous un petit peu et dans le bon sens, ce sera toujours ça de gagner sur l'adversité. Ce sont des petits bonhommes, vous avez vu peut-être cette campagne dans les TPG, sur des petites choses, simplement, descendez du bus un arrêt avant, puis faites le dernier bout à pied, montez les escaliers au lieu de prendre systématiquement l'ascenseur, des petites choses, pas arrêter de fumer, mais avec des grands stops, arrêtez de fumer. Les gens évidemment qui fument, on ne veut pas leur dire arrêtez de fumer, mais commencez à fumer un peu moins, gentiment un peu moins, et aller dans la bonne direction. Ça, c'est aussi notre sécurité. Je passe vite, monsieur Rigaud, parce que le temps passe et je vous vois sourire aimablement, mais un sourire qui en dit long. Il y a évidemment beaucoup de choses qui se font au HUG, bien sûr, sur la prévention.
Le vieillissement démographique est un défi important. Vous voyez cette courbe des âges, c'est un parapluie fermé, maintenant c'est un parapluie qui est en train de s'ouvrir. Et bientôt, avec un coup de vent, c'est un parapluie qui va se retourner, on va avoir une pyramide inversée avec plus de personnes âgées que de personnes jeunes. Tant mieux, j'entends, le meilleur moyen pour vivre longtemps, c'est encore de vieillir. Donc je vous souhaite à toutes et tous de vieillir en bonne santé, bien sûr. Mais tout cela, évidemment, implique des défis et il faut savoir les affronter et on n'attend pas d'être devant le défi pour pouvoir l'affronter réellement. Je passe sur la courbe des soins. Vous savez que les primes augmentent. Quelqu'un en a un doute là? Non, je crois que tout le monde est convaincu que les primes augmentent. Ce serait un sujet à part entière. Donc nous reviendrons là-dessus. Pourquoi elles augmentent? Qu'est-ce qu'on fait pour qu'elles n'augmentent pas? Qu'est-ce qu'on fait pour maîtriser les coûts plutôt que simplement essayer de transférer les charges de l'assurance maladie au canton pour que les primes augmentent moins, mais c'est finalement le contribuable qui paye au lieu que ce soit l'assuré. Vous me direz, c'est peut-être pareil au même, pas toujours. Donc, à un moment donné, je pense qu'il faut avoir au niveau fédéral une politique qui tienne la route. Planification sanitaire, nous faisons une planification sanitaire parce qu'encore une fois, on n'attend pas d'être devant les problèmes pour les résoudre. Voilà les coûts qui augmentent le plus, vous le voyez à droite, ce sont les soins à domicile, ce n'est pas un hasard, bien sûr. Ça coûte moins cher d'être soigné à domicile que d'aller en EMS, mais ça coûte quand même. Ça coûte quand même, et cela fait maintenant 15 ans que les prestations de la Confédération à travers la LAMAL pour les soins à domicile n'ont pas augmenté. C'est le canton qui a assumé toute la différence, et ça continue. C'est aussi prévoir le personnel de santé, parce que le vieillissement de la population implique une relève médicale. Nous y travaillons, bien sûr. Les proches aidants font partie en tant que partenaires à part entière de l'État pour nous aider à faire un travail. Et là, nous allons effectivement devoir être plus efficaces encore pour apporter des moyens pour soulager les personnes qui s'engagent pour des proches et qui leur permettent de rester plus longtemps à domicile. Il ne suffit pas simplement de se laver les mains en disant ces gens font le travail que devrait faire l'État. Il s'agit aussi de leur donner les moyens, lorsqu'il faut charger les batteries, de pouvoir se reposer sur l'État avec la conscience tranquille que la personne dont il s'occupe est prise en charge avec beaucoup d'affection et de compétence. Ça, c'est le dossier électronique du patient, bien sûr. La sécurité passe aussi par l'information. Dans le domaine de la santé, l'information doit pouvoir circuler pour que les actes inutiles soient évités, pour que les doubles médications, ou plutôt les médications qui sont contradictoires, puissent être détectées suffisamment tôt. Aujourd'hui, avec des patients vieillissants, polymorbides, avec des maladies chroniques, ont un nombre important de professionnels de la santé qui s'occupent d'eux. Il ne s'agit pas que chacun travaille dans son silo en ignorant ce que fait l'autre. Il faut précisément qu'il y ait des chefs d'orchestre. Pour cela, il faut les rémunérer, ce que ne fait absolument pas la LAMAL, des personnes qui permettent de faire circuler l'information, toujours avec l'accord du patient, bien sûr, mais qui serait contre que l'information circule lorsque c'est pour notre bien. Voilà, mesdames et messieurs, j'en arrive à la fin, simplement pour vous dire que la surprotection déresponsabilise. À l'inverse, l'absence de solidarité fragilise. L'État doit naviguer entre ces deux écueils. Navigation difficile, d'autant plus lorsque l'eau baisse. Lorsque l'eau baisse, c'est précisément lorsque les charges de l'État augmentent. Mais il n'en demeure pas moins que vous pouvez compter, en tout cas, sur l'engagement de votre serviteur pour faire en sorte que le juste équilibre entre votre liberté et la sécurité à laquelle vous aspirez soit toujours préservé. Merci. Merci, Monsieur le conseiller d'État, d'avoir partagé vos réflexions sur la sécurité au sens large à Genève. Et votre présentation appelle certainement beaucoup de questions de votre part publique. Je vous remercie de respecter quelques règles afin que nous puissions prendre un maximum de questions. Je vous remercie de formuler de manière concise et synthétique vos questions. La parole est à vous. Y aller. Merci beaucoup. Vous n'avez pas mentionné la sécurité alimentaire. La sécurité alimentaire, c'est-à-dire qu'est-ce qui est prévu en cas
de pénurie ou de catastrophes naturelles graves ou de guerre ou des choses comme ça. Alors, d'accord, je pensais d'abord que vous me parliez de la qualité de notre nourriture, ce qui fait plutôt appel à la politique de santé, des labels GRTA, vous connaissez, Genève Région Terre Avenir. Vous me demandez si nous avons suffisamment de réserves s'il arrivait une catastrophe. Alors, l'État n'a pas, à ma connaissance, de réserve de nourriture pour la population. C'est le rôle de chacun, bien sûr, de prévoir à faire des réserves. Nous ne sommes pas en situation, Dieu merci, de guerre ou de cataclysme naturel prévisible à grande envergure. Nous avons en tout cas, bien sûr, l'ensemble des acteurs qui sont en mesure d'intervenir, le cas échéant. S'il y a des pénuries, on imagine surtout des pénuries d'eau, le cas échéant, pour pouvoir intervenir. Vous savez que nous avons une grande nappe phréatique sous notre canton à laquelle nous sommes particulièrement attentifs compte tenu des risques de pollution. Nous avons, il y a quelques années, dû fermer certaines pompes compte tenu de doses élevées d'un certain produit, puisque vous savez que l'eau vient d'ailleurs, souvent, elle vient soit de la vallée de l'Arve, soit elle vient évidemment du Valais, du lac de l'autre côté. Là, il se trouvait qu'il s'agissait de produits qui venaient de la vallée de l'Arve. Donc, non, madame, je ne veux pas vous inquiéter, mais nous n'avons pas des stocks de nourriture comme nous l'avions peut-être lorsqu'il y avait des abris avec ces biscuits militaires qui servaient plus de substitut à pavé pour mai 68 que de nourriture. Non, nous ne l'avons pas. Donc, faites quelques provisions de bouteilles d'huile, de riz et de pâtes. Voilà. Monsieur Oui. Hans Graf, retraité non pratiquant. Monsieur le Conseil d'État, j'aimerais d'abord vous féliciter pour toute votre action magistralement menée. Et puis j'ai bien aimé l'image du Conseil d'État devant sa table de mixage. Alors, je crois que ça correspond vraiment à une manière de gérer. Je me permets de vous rapporter ce que j'ai entendu aujourd'hui. J'ai donné une conférence à Bernier avec le service de cohésion sociale dans le cadre de la Journée internationale des personnes âgées. Il y avait 75 personnes dans la salle. On a posé la question, combien parmi vous arriveraient à rentrer dans leur salle de bain s'ils étaient en déambulateur? 35 personnes n'y arrivent pas. Et puis je sais que quand on mène une politique très développée en termes d'EMS, d'IEPA, or sur les 28 000 personnes plus de 80 ans, il y en a 4 000 en EMS, il y en a 1 500 en EMS. Donc faisons le calcul. Donc je pense que là vraiment il y a un grand champ à développer. Et puis bien entendu, vous ne pouvez pas tout faire tout seul. C'est tous les départements qui sont concernés. Et par exemple, le Grand Conseil a voté une loi préparée par le Conseil d'État sur l'accessibilité il y a 1 an. On attend toujours le règlement d'application. Merci. Oui, j'allais dire que ce n'est pas dans mon département, mais ce n'est pas gentil. Parce qu'il y a aussi des choses qui ne se font pas dans mon département. Donc, c'est vrai que cette loi a été déposée par le Conseil d'État qui veut qu'en cas de rénovation lourde ou en cas de construction de nouveaux logements, qu'il y ait une possibilité de transformer les salles de bain pour être accessibles avec des fauteuils roulants, donc des dimensions qui soient plus larges et surtout pas de seuil, comme c'est le cas actuellement, avec une possibilité à moindre frais de supprimer, le cas échéant, la baignoire pour mettre ces douches ouvertes beaucoup plus accessibles. Mais vous avez raison, vous touchez là un point dans lequel nous ne sommes pas totalement bons. Nous sommes en train de construire de plus en plus d'IEPA, c'est vrai, qui sont des immeubles avec encadrement pour personnes âgées, mais dont l'encadrement peut être extrêmement variable, qui va suivre. N'imaginez pas qu'on est en train de mettre des personnes âgées dans des ghettos d'immeubles où il n'y a que des personnes âgées avec des assistants sociaux et des soignants qui s'occupent d'eux. Non, il s'agit de faire en sorte que ces immeubles soient d'abord beaucoup plus attractifs que ne l'étaient certains ces dernières années, qui ne donnaient vraiment pas envie de quitter son propre appartement pour aller dans ces IEPA, et qui soient aussi avec des loyers qui soient des loyers contrôlés, qui soient accessibles à chacun et qui permettent d'adapter la prise en charge avec la perte progressive. On sait que la perte d'autonomie c'est pas sauf accident, mais en principe, l'autonomie part progressivement. Il faut que progressivement l'aide puisse intervenir.
Vous avez raison, et c'est là ce conflit entre liberté et sécurité. La liberté du propriétaire de gérer son bien comme il le souhaite, la propriété privée est encore garantie chez nous, je ne dis pas ça en le regrettant, et d'un autre côté, la sécurité des personnes qui puissent se dire, eh bien, je veux rester chez moi, même si demain je dois être en fauteuil roulant, avec l'aide d'un organisme de soins à domicile, qu'on puisse me prendre en charge chez moi. Merci d'être attentif à l'adaptation progressive nécessaire de notre dispositif dans ce domaine. Oui, merci. Oui, Monsieur le Conseiller d'État, merci pour cette excellente présentation. J'ai une question sur l'emploi. Alors c'est vrai qu'alors que toujours plus de Genevois ont de la peine à trouver un emploi, que ce soit les jeunes ou bien les personnes de plus de 50 ans, confrontées à la concurrence du marché de l'Union européenne. Alors la question, c'est qu'alors que l'État propose beaucoup d'emplois, est-ce que l'État ne pourrait pas proposer plus de postes à temps partiel pour partager le travail? Ça, c'est ma première question. Et est-ce que l'État, à votre avis, montre l'exemple concernant les emplois des plus de 50 ans? Parce qu'on voit toujours dans les propositions d'emploi une limite d'âge, et on peut se poser la question sur la légitimité de limiter l'âge. Merci beaucoup. Alors, temps partiel, bien sûr, encore faut-il qu'il y ait des personnes qui soient suffisamment prêtes à travailler à temps partiel. Je pense que vous avez raison, c'est le cas pour beaucoup de personnes qui seraient prêtes plutôt que de ne rien faire, travailler à temps partiel. Il faut encore que les postes soient adaptés pour ce type d'activité. On le sait, ce n'est pas évident d'avoir des collaborateurs qui ne sont pas les mêmes le matin ou l'après-midi, ou le lundi ou le mardi, etc. Et c'est vrai que pour le suivi des dossiers, ce n'est pas simple. Mais encore une fois, je pense que nous pourrions faire une étude à l'État pour voir quel type de postes pourraient, eux, être offerts à du 50%. Maintenant, est-ce que l'État est exemplaire pour l'engagement des plus de 50 ans? Vous savez que l'État publie chaque année un bilan social dans lequel il indique quel est l'âge moyen de ses collaborateurs. Je vous dirais qu'en principe, il ne devrait pas y avoir de discrimination. Encore une fois, c'est là où c'est très difficile. Autant on a pu mettre des règles en disant que les compétences de nos demandeurs d'emploi doivent être mises en avant, et je dois préférer engager une personne qui m'est proposée par l'Office cantonal de l'emploi plutôt qu'aller chercher ailleurs. Maintenant, entre les personnes proposées par l'Office cantonal de l'emploi, entre une personne de 35 ans, 45 et 55, qu'est-ce qui fait que le responsable de ressources humaines va porter son choix plus vers l'un ou l'autre? J'ai toujours la crainte, et c'est là la table de mixage dont on parlait, j'ai toujours quelques craintes à opposer des catégories de demandeurs d'emploi à d'autres. Parce que je commençais à dire les plus de 50 ans ont la priorité. Mais de quel droit est-ce que je pourrais dire à une personne de 40 ans qui a une famille que finalement la personne qui a 50 ans devrait lui passer devant? C'est délicat. Personnellement, je n'ai jamais eu de problème à engager quelqu'un indépendamment de son âge. Même quelqu'un de 50 ans, il a en tout cas 15 ans pour rester à l'État. En 15 ans, la personne a le temps d'apporter toutes ses compétences à l'État. Mais voilà, je ne vous cache pas que c'est une problématique que l'on a à l'État comme dans le privé, avec la différence qu'à l'État, c'est dans le cadre d'un cercle de candidats plus restreint qu'auprès des RH du privé. Mais je ne suis pas certain qu'il y ait une solution qui soit juste, qui à la fois aide ceux que vous voudriez aider, et c'est légitime, sans prétériter ceux que vous ne voudriez pas défavoriser. Moi, j'étais en train de chercher un job, et puis je vous ai écrit personnellement, vous ne m'avez jamais répondu. Voilà, c'est l'expérience que j'ai avec M. Poggia. Deuxièmement, l'emploi en Suisse, c'est Genève, un cas sinistré, et puis c'est aussi des cantons de Suisse centrale, où il y a 1% de chômage. Ça s'appelle les frontaliers. Alors vous-même, vous dites qu'on a besoin des frontaliers, c'est très bien, mais vous avez un job. Mais les gens qui cherchent un job ici, après c'est l'aide sociale. Moi, j'ai eu de la chance de trouver un job, je travaille pour une assurance maladie, et honnêtement, l'assurance maladie, vous n'allez jamais gagner contre eux. Et je suis très content. Voilà. J'ai pas de questions, mais c'était une remarque. Alors l'assurance maladie, je suis pour, et que les prestations augmentent, moi, je suis très content.
surtout pour M. Poggia. Merci. Bon, bah écoutez, vous ne m'avez pas posé une question, mais je vais quand même vous répondre. Je pense que, d'abord, si je ne vous ai jamais répondu, vous pouvez me donner votre nom tout à l'heure, je vérifierai. Je crois... Ah, bah écoutez, monsieur, je crois que vous ne pouvez pas juger du travail que je fais. Alors, d'abord, j'ai pour habitude de répondre à toutes les personnes qui m'écrivent. Et si je ne vous ai pas répondu, je vous prie de m'en excuser. Les personnes qui travaillent avec moi, il y en a ici dans la salle, savent très bien le temps que je passe à répondre à toutes les personnes et même à recevoir des personnes qui me demandent, parce qu'elles sont dans le désarroi, à me rencontrer. Alors vous faites partie peut-être de l'exception qui confirme la règle. J'en suis désolé. Je pense qu'on aurait pu remplir la salle de personnes qui viendraient dire exactement le contraire. Maintenant, en ce qui concerne le fait que vous soyez content que je gagne pas contre l'assurance maladie, bon, si votre but c'est que Poggia montre qu'il n'arrive pas à faire bouger les choses, ben, je respecte, encore une fois, je pense que l'intérêt de la population genevoise, c'est... Monsieur, je crois que, modestement, je ne crois pas que quelqu'un d'autre au gouvernement avant moi ait fait autant pour essayer de protéger nos demandeurs d'emploi. Maintenant que ce ne soit pas parfait, je le concède volontiers, et je pense qu'il y a encore un chemin à faire. Il faut savoir que toute mesure à l'égard du secteur privé ne peut pas être imposée puisque c'est contraire au droit supérieur. Donc c'est par la conviction que nous le faisons, par les mesures pour l'emploi dont j'ai parlé tout à l'heure. Maintenant, en ce qui concerne les assurances maladie, je pense que si on envoyait à Berne des députés qui défendent Genève, je pense que le canton de Genève pourrait avoir davantage de pouvoir pour essayer de réguler le domaine de la santé et qu'on saurait exactement où passe l'argent des primes des Genevois. Donc je m'étonne que vous réjouissiez de cette défaite. C'est la défaite de tous les Genevois. Bonjour, bonsoir M. Poggia. Je voudrais apporter un témoignage. Je peux témoigner de la extraordinaire disponibilité de M. Poggia, président d'un département avec des milliers et des milliers de fonctionnaires, des dizaines de services. Lorsqu'on a un souci, une question, on arrive à l'attendre et il vous écoute. Et c'est rare dans l'État de Genève et dans la classe politique avoir autant de responsabilités et autant de disponibilité. Et pour ça, je pense que... C'est malheureux, parce que je peux en témoigner. Maintenant c'est clair que la question de l'emploi est un souci majeur, même si l'emploi à Genève diminue parce que la situation économique s'est améliorée, mais la situation économique peut aussi se détériorer rapidement. Il y a des nuages sombres à l'horizon, non seulement à Genève, mais dans toute l'Europe. Et par conséquent, c'est vrai que ça sera un souci de gérer, et dans ces cas-là, des situations de précarité, que ce soit pour des personnes qui ont 50 ans, mais aussi pour des personnes qui ont 20 ans et qui ont fini leur étude et qui ne trouvent pas de travail. Et ça, c'est un problème auquel on n'a pas trouvé avec une baguette magique des solutions qui permettent de résoudre tous les problèmes, mais il y a le souci d'optimiser continuellement les dispositifs, des mesures qui permettent effectivement de répondre aux besoins individuels et des groupes collectifs. Maintenant, pour changer de sujet, je voulais juste dire à M. Poggia une chose concernant la sécurité routière, et ce n'est pas votre département pour une fois. Si, ça dépend. Je peux être responsable, donc je ne me défile pas. Il y a un petit souci. Ça concerne quand même directement le département, ça concerne l'hôpital cantonal. J'ai eu un petit accident de vélo qui s'est mis dans un rail des trams, et puis j'ai fait une chute, j'ai cassé un banc. Et j'ai été surpris quand je suis arrivé à l'hôpital cantonal que la première chose qu'on vous demande, c'est rail ou trottoir. J'ai dit, comment ça? Oui, parce que c'est ou accident de rail, des trams, ou accident de trottoir. Dès que c'est un vélo, et il m'a dit, on a deux accidents par semaine, des vélos qui tombent sur un rail ou sur un bord de trottoir. Et tout ça, ça fait augmenter les charges et les coûts de la santé, mais en même temps, c'est vrai que c'est un problème de sécurité, puisque de plus en plus, on y va maintenant en deux roues, en trottinette, et puis il y a un souci là d'améliorer, si possible, ces dispositifs.
Bon, simplement, oui, effectivement, les rails, c'est pas moi qui m'occupe de leur pose. J'ai vu que, d'ailleurs, je voyage mal sur des rails. Mais j'ai vu qu'à l'étranger, il y avait un système de rails dans lesquels le rail finalement se ferme. Et en fait, quand passe le tram, il s'ouvre. Je pense que bon, ça impliquerait peut-être de changer tous les rails de Genève. Et je pense que les Genevois en ont assez d'avoir des trous dans leur ville. Mais vous avez raison. Et comme on fait la promotion des cyclistes, je pense que la sécurité des cyclistes est importante. Il y a aussi des cyclistes dont vous ne faites pas partie, qui ne sont pas toujours très prudents et qui traversent les carrefours au rouge. Et cela, effectivement, crée une insécurité pour l'ensemble de la population, notamment pour les piétons. Mais voilà, je suis désolé de ce qui vous est arrivé. Alors, c'est vrai que ce n'est pas de ma faute, mais c'est vrai aussi que on doit être attentif à ce genre de petits détails. Mais la technique augmente, et avance, je veux dire, et aujourd'hui, on a certainement des techniques plus intéressantes pour ce genre de problème. Le trottoir, là, il y aura toujours des trottoirs. Ah. Je vous propose de prendre encore 2 dernières questions. Bonsoir. Bonsoir. Madame Menou Jacqueline, j'aimerais avant de poser ma question, faire le témoignage que je vous ai écrit 2 fois pour 2 sujets différents et vous m'avez répondu et ça m'a beaucoup aidé. Donc, ça arrive, d'accord, bravo. Merci. Alors la première question va concerner l'emploi. Avez-vous pris des prédispositions ou des mesures afin d'authentifier les diplômes que présentent les diplômes extérieurs de l'Union européenne? Je sais qu'au niveau de l'Afrique, des prédispositions ont été prises lorsqu'un Africain apporte un diplôme, mais est-ce qu'au niveau de l'Union européenne ou d'Amérique et autres, est-ce que des prédispositions ont été prises? Alors, parce que je suis tenue au secret professionnel, je ne dirais pas où, je suis assistante RH. Lorsqu'on reçoit des diplômes, lorsqu'on a une annonce, on reçoit des diplômes d'un même ministère, même parfois, c'est tellement différent qu'on se pose des questions. Pourquoi la Suisse, la Genève ou la Suisse ne va pas aussi demander la certification des diplômes issus de l'Union européenne ou d'ailleurs? Alors, la deuxième question concerne la sécurité. Je suis d'origine camerounaise et j'aimerais dire ici que la diaspora camerounaise de Suisse a été très très choquée du fait qu'une certaine diaspora non responsable manque de respect à la haute institution qu'est le président de la République. Alors, la question que j'aimerais poser, avez-vous pris des prédispositions pour que ce genre d'action ne se répète plus? Je vous remercie. Merci. En ce qui concerne l'authentification des diplômes, soit il s'agit de diplômes dont l'équivalence est reconnue officiellement par les lois fédérales, notamment dans le domaine de la santé. Et là, effectivement, il y a au niveau des autorités fédérales un travail qui se fait pour s'assurer de la véracité et de l'authenticité des diplômes présentés. Maintenant, quand quelqu'un postule dans le privé et qui prétend être diplômé d'une haute école française, parce que c'est souvent, pour les questions de langue, ce sont souvent des personnes qui viennent de France, ce n'est pas toujours évident, j'imagine, de vérifier l'authenticité. Et je ne vois pas comment l'État pourrait créer un service de vérification des diplômes. Je pense qu'il s'agit véritablement pour les RH de nos employeurs d'être attentifs à ce genre de problématique. J'imagine qu'elle est marginale, mais effectivement, il m'a été rapporté que certaines personnes se référaient à des diplômes qu'ils n'avaient finalement pas eus et qui présentaient des diplômes qui avaient été préparés avec les techniques modernes de ce type. Mais encore une fois, nous n'avons pas, en tout cas, que je sache, la légitimation pour faire des contrôles de ce type et vérifier l'authenticité des diplômes. Il s'agit pour chaque employeur d'être attentif. Le cas échéant, on peut téléphoner, vous savez, à une université, à un ex-employeur à l'étranger, pour savoir si cette personne avait réellement travaillé là-bas. En ce qui concerne ce qui s'est passé pour le Cameroun, il faut savoir que nous avons, toutes les semaines, nous avons environ 600 manifestations par année à Genève. On ne s'en rend pas compte parce qu'elles ne sont jamais toujours autour de nous. Nous essayons à Genève de faire en sorte que nous puissions ici, notamment parce qu'il y a l'Organisation des Nations Unies, que toutes les positions puissent s'exprimer pacifiquement. Même celles qui ne nous plaisent pas.
il y a des opposants au régime chinois, ce qui agace beaucoup la Chine, qui intervient pour nous demander d'interdire les manifestations. Je dis pour la Chine, mais c'est valable pour d'autres pays, la Turquie, qui effectivement interviennent en disant vous ne devez pas autoriser cette manifestation parce que ces gens disent du mal de notre pays. Mais écoutez, à un moment donné, la liberté d'expression est garantie dans notre pays. Pour autant que les gens le fassent pacifiquement, je pense que nous devons autoriser chacun à exprimer sa position, et c'est précisément pour cela qu'on aime et apprécie Genève, parce que c'est un endroit où on peut dire ce que l'on pense sans craindre de représailles. Bonsoir. Alors, tout d'abord, bonsoir. Bonsoir. J'ai écouté votre réponse avec le monsieur, j'ai trouvé très adapté. Et comme j'ai entendu aussi dire que vous étiez une personne qui écoutait et qui répondait, j'ai une question. Je me présente, je suis Rui Gomes. Je viens de commencer une entreprise de sécurité qui est autorisée par votre département il y a 2 semaines. Et je pense apporter dans la sécurité quelque chose de peut-être différent. Je pense aussi approcher les mairies, enfin notamment celle de Vernier, où j'ai vu que la sécurité n'était pas... Vous avez vu le pas tableau. très sécure. Ouais. Et donc du coup, ma question est, qu'est-ce que vous pouvez attendre d'une nouvelle entreprise qui commence aujourd'hui? Et dans quelle mesure est-ce que je pourrais attendre aussi de la part du département de la sécurité, c'est-à-dire du domaine public, enfin, je dirais plus dans une meilleure collaboration entre domaine public et privé, dans le même but? Voilà, une question. Alors tout dépend évidemment le domaine. Vous parlez du domaine de la sécurité, c'est un domaine qui est réglementé bien sûr, puisque nous voulons être certains que les personnes qui travaillent dans ces entreprises soient des personnes de bonne moralité, qu'elles n'aient pas de casier judiciaire. Donc ce que vous êtes en droit d'attendre de l'État, c'est que lorsque vous engagez un nouveau collaborateur, vous puissiez avoir un travail diligent de mes services pour obtenir l'autorisation rapide de travail si la personne y a droit. Ça, c'est la première des choses. Je vous dirais ce que vous ne pouvez pas attendre parce que ce n'est pas automatique et il n'y a pas de droit, c'est-à-dire que l'on donne des mandats à des entreprises privées pour faire du travail rémunéré avec l'argent public, mais ça arrive bien sûr, il y a régulièrement des appels d'offres et vous pouvez soumissionner en proposant bien sûr vos services pour ce type d'activité. Je crois que dans la sécurité, puisque vous êtes dans ce domaine, il y a des besoins, il y en aura toujours plus. Je pense que l'État ne peut pas tout faire, mais il s'agit quand même de se rappeler que le travail de la police est un travail qui appartient à l'État. Il n'est pas question évidemment que l'État délègue des actions de sécurité de forces publiques à des agences privées. Mais vous êtes le complément indispensable d'un réseau sécuritaire dont Genève a besoin. Et on ne se rend même pas compte tenu de toutes les manifestations, pas simplement des manifestations au sens premier du terme, mais du nombre de réunions qu'il y a au niveau international à Genève, du nombre d'agents de sécurité qui ont du travail à Genève aux côtés de la police. Je pense qu'il y a du travail pour tout le monde, surtout il y a du travail pour des gens qui sont sérieux et compétents. Et donc le rôle de l'État est de donner des conditions cadres pour que toutes les entreprises puissent exercer leur activité dans le respect de nos lois en répondant dans des délais tout à fait acceptables aux demandes qui sont formulées par ces entreprises. C'est ça le rôle de l'État. Et garantir évidemment une juste concurrence entre toutes les entreprises pour que les charges sociales des employés, j'en parlais tout à l'heure, soient évidemment payées. Il n'est pas question qu'il y ait des flibustiers dans notre économie qui ne respectent pas les règles. Mesdames et messieurs, vous aurez encore l'occasion d'interagir avec monsieur le conseiller d'État Mauro Poggia durant l'apéritif. Je tiens à remercier monsieur Mauro Poggia pour sa disponibilité, pour le temps qu'il nous a consacré ce soir à l'Institut national genevois, l'occasion de mieux vous connaître, de mieux connaître les politiques que vous entendez développer. Je vous remercie pour votre grand esprit d'ouverture. Nous recevrons la semaine prochaine, mercredi prochain, monsieur Serge Dalbusco. On parlera là davantage de mobilité et je vous convie à revenir. Et on parlera des rails. Revenez pour poser la même question. Il a peut-être une solution. Voilà, je vous souhaite une excellente soirée et encore un grand merci, monsieur le conseiller d'État. Merci à vous toutes et tous. Merci. Merci. Merci.
petit cadeau Ah, de c'est l'Institut. sympa. Merci infiniment. Superbe. Merci pour votre message, monsieur Merci, le Président. merci à vous. J'étais heureux de vous saluer et de vous rencontrer. Merci, c'est très gentil. Madame, elle avait